Alors, le timing est serré, donc on va démarrer à l'heure. Donc on aura 40 minutes. 40 minutes, on va vous présenter Nutanix. On va regarder du côté de l'infrastructure as code et bien sûr faire des démos. Hein. Donc pour rappel, l'idée c'est de voir un petit peu aujourd'hui les infrastructures agiles et plus particulièrement les plateformes. Donc j'ai volontairement gardé le nom infrastructure, mais on verra qu'en fait l'objectif c'est la plateforme. Rapidement, Nutanix aujourd'hui, c'est 2800 personnes, ça a été créé en 2009. Et aujourd'hui, on est dans la troisième grande vague d'adaptation du produit, d'évolution du produit. Et on va voir donc dans les slides qui suivent comment effectivement on va résoudre vos challenges, comment on va vous aider, quelles solutions on apporte pour résoudre les problématiques que vous rencontrez au niveau des infrastructures. Donc c'est une entreprise qui est présente dans le monde. Et en France, ça représente 60 personnes. Je m'appelle Anthony Costesec et effectivement, je suis avant-vente sur la région sud-est en complément de toute une équipe qui couvre toute la France. Alors, la présentation de la société, je vais la faire un peu différemment de d'habitude pour que ça soit plus interactif. Je l'ai fait en format un peu plus animé dans le sens où, effectivement, comment on résout vos problématiques. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, ça commence avec vous, hein, ou certains éditeurs, ou les développeurs chez vous, ou encore effectivement les métiers, le business. Et forcément, du point de vue des infrastructures, vous avez des besoins. D'accord ? Ces besoins, c'est des applications, c'est du soft, c'est des versions spécifiques de soft, c'est de l'infrastructure, c'est des VM. Ça peut être effectivement tout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, des applications spécifiques, ou plus spécifiquement vraiment de l'infrastructure. Hein. Là, on parle juste de VM, de réseau, de load balancing. Bien sûr, aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la sécurité, du firewalling et forcément du stockage. Et toujours beaucoup de stockage. Ça, c'est récurrent. On a toujours besoin de beaucoup de stockage. Et forcément, en face, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve la DSI. Hein. Et la DSI, aujourd'hui, dans une approche traditionnelle, c'est un peu compliqué. Hein, c'est vraiment compliqué. Il va falloir en fait s'appuyer sur des équipes. Hein, on a aujourd'hui beaucoup d'approches en mode silo. Et donc chaque personne, hein, on va avoir le master de la virtualisation, le master du réseau, le master du stockage. Et chaque personne est effectivement versée dans son art. Hein, c'est des champions. Mais effectivement, ça reste aujourd'hui des silos. Et forcément, on va avoir besoin d'avoir une interaction entre chacune de ces personnes en leur demandant est-ce que les ressources sont disponibles pour pouvoir satisfaire les besoins de mes utilisateurs. Du côté de la virtualisation, OK, bon, c'est parfait. Du côté du réseau, OK, mais ça prend un certain temps, hein, puisqu'il y a des itérations entre les différentes équipes. Et du côté du stockage, je m'excuse directement, hein, je suis désolé, c'est les télés pour l'exemple. Mais en règle générale, c'est compliqué pour le stockage, pour beaucoup de raisons. Soit un problème de place, soit un problème de performance, soit effectivement le fait qu'on ne puisse plus faire évoluer la baie, plus rajouter de shelf, de tiroirs de disques, enfin, tout ce qu'on connaît traditionnellement. Et effectivement, on se retrouve un peu bloqué. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on retrouve beaucoup dans les entreprises. Et finalement, on passe la plupart de son temps, hein, 80% de son temps, sur la maintenance. On essaie de maintenir la lumière allumée dans l'infrastructure plutôt que passer du temps sur l'innovation directement au bénéfice de l'entreprise. Et encore, les 20%, ça dépend. Donc au final, nos utilisateurs ne sont pas contents, et c'est là que le drame s'opère, en règle générale, puisqu'au final, est arrivé, depuis un certain temps maintenant, le cloud. Et le cloud, c'est bien. Le cloud, c'est pratique, c'est facile. Donc forcément, on crée ce qu'on appelle la partie Shadow IT, et forcément, les utilisateurs partent vers le cloud. En 2017, qu'est-ce qu'on retrouve sur le marché ? On retrouve de l'hyperconvergence. On retrouve cette notion d'hyperconvergence. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'hyperconvergence en 2017 résout ? C'est pas mal d'acteurs sur le marché. La DSI devient une grande équipe soudée. Les compétences sont transverses. On simplifie le modèle de l'infrastructure. On n'a plus forcément cette notion de master. On bâtit des building blocks simples d'évolution scalable. Ça scale facilement. En frontal, on a la core fonctionnalité qui est la virtualisation. Donc on simplifie du côté des infrastructures la façon d'opérer l'infrastructure, mais en frontal, on a la virtualisation et en règle générale, on va avoir une couche de lifecycle management pour cette infrastructure simplifiée, consolidée.
Et à partir de là, l'équipe qui est transverse, qui maîtrise un petit peu toute l'infrastructure, va pouvoir facilement opérer la plateforme. Et là, on a effectivement la notion d'infrastructure qui est entièrement software defined. C'est le logiciel qui va piloter cette infrastructure. C'est simple et flexible. Et effectivement, au final, on a des pools de ressources qu'on va pouvoir créer. Donc on va avoir ces pools de ressources, de stockage, CPU, RAM, qui vont former des gros pools. Et effectivement, dans cette approche, on simplifie en retirant l'approche SAN traditionnelle et on ramène le stockage dans les machines. Au final, on obtient une infrastructure pratiquement invisible. Donc ça, c'est bien, mais le problème, c'est que ça a simplifié le modèle pour la DSI. Du point de vue des utilisateurs, ça n'a rien changé. Du point de vue de la DSI, on a quelque chose de plus facile à opérer, mais au final, du côté de l'utilisateur, on a toujours les mêmes problématiques, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en demande? On demande des containers, on demande du NAS, on demande du stockage objet, des API, de l'automatisation, un catalogue de services. Et c'est pour ça que vous êtes d'ailleurs présent aujourd'hui ici, pour effectivement répondre à toutes ces demandes. Donc au final, on est moins sur la difficulté, mais on part toujours vers le cloud. Donc aujourd'hui, Nutanix, qu'est-ce qu'on essaye de résoudre? Qu'est-ce qu'on essaye d'amener? Qu'est-ce qu'on amène chez vous en 2017? C'est effectivement capitaliser sur la partie hyperconvergence. Les fondations restent l'hyperconvergence. On arrive effectivement à la même approche hyperconvergée, sauf qu'on va venir mettre en place des services. La virtualisation n'est plus le core service de l'infrastructure. On passe au niveau de la plateforme, on met des services, des containers, du NAS, du mode bloc, du mode objet. On met de l'automatisation, de l'orchestration à disposition. Chez nous, ça s'appelle Calm. Une partie de lifecycle management complet de toute la plateforme. Et là, on passe de l'infrastructure à une plateforme. En frontal, on va mettre des API unifiées, un peu comme on le retrouve avec OpenStack, une API qui va pouvoir piloter l'intégralité des services, le CLI, la GUI, un catalogue de services, encore la possibilité de faire du IaaS pur, pas forcément un catalogue de services. Et chez nous, ça repose sur un seul logiciel, découpé software defined, Acropolis et Prism. Prism pour la partie management, qui est finalement la seule chose que l'utilisateur va voir, l'infrastructure étant invisible. Ça devient forcément du self-service, et on va amener des fonctionnalités avancées au niveau de l'infrastructure, comme la micro-segmentation nativement dans la plateforme. Donc là, on amène de l'application de règles de sécurité directement au niveau de l'hyperviseur. Ça nous permet de passer sur un modèle dit infrastructure as code, où tous les besoins de ces utilisateurs vont pouvoir être passés sous forme de recettes, en mode code. On va coder ces besoins, et finalement, ces besoins vont être injectés au niveau des API. C'est les API qui vont ingérer le besoin et qui vont effectivement provisionner de façon automatisée aux différents services nécessaires le besoin pour les utilisateurs. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'infrastructure as code. Il y a toujours le cloud qui est là, qui est disponible. Forcément, pour tout ce qui va être hybride, tout ce qui va être élastique, le candidat est intéressant pour ça. Et donc, on va avoir une approche qu'on appelle chez Nutanix la partie multi-cloud. Et le multi-cloud va vous permettre en fait de déployer vos services qui ont été modélisés, soit dans le cloud privé, soit effectivement dans le cloud public. Et ça restera on-premise, parce que la solution Nutanix naît chez vous on-premise. C'est ça qui est important, c'est que c'est chez vous, c'est dans votre data center. Et qu'est-ce qui se passe du coup pour l'équipe, pour la DSI? La DSI, elle se libère du temps, puisqu'elle n'a plus à opérer toute cette plateforme, elle n'est plus en frontal des utilisateurs, ça lui permet de pouvoir capitaliser sur le temps qu'elle gagne, se mettre à la table avec le business, les métiers, réfléchir à comment elle va pouvoir accompagner l'innovation dans l'entreprise et être vraiment un acteur majeur de cette innovation. Forcément, l'équipe devient DevOps Ready, puisque la plateforme est entièrement DevOps Ready. Et elle va pouvoir se concentrer sur tous les aspects d'automatisation et d'orchestration, de modélisation des services dans l'entreprise. Ça permet effectivement à l'équipe de fournir des services avancés dans une plateforme effectivement cloud entreprise, mais surtout, encore une fois, qui sera chez vous et qui peut déborder sur le cloud public. Voilà. Donc finalement, Nutanix s'appuie sur l'expérience du cloud public, vous amène cette expérience dans le data center, rend vos infrastructures invisibles et capitalise sur les 4 grands axes du cloud public qui font qu'aujourd'hui la plateforme devient réellement agile. On a le time to market, forcément, on a vu toutes les API, ça accélère la mise à disposition d'environnement. On a la partie consommation fractionnée grâce à l'hyperconvergence qui vous permet de maîtriser les building blocks d'évolution. On a la partie one-click simplicité, ça c'est pour nous core
c'est l'ADN de l'entreprise, amener toutes ces fonctionnalités de façon très simple, dans une interface intuitive, et l'innovation continue. L'innovation continue, c'est majeur, puisque les services qu'on vous montre évoluent dans le temps. On amène des services en permanence dans la plateforme, et pour bénéficier de ces services, il suffit de faire une mise à jour. Ce n'est pas des produits dissociés. Tous les services qu'on vous a montrés, c'est effectivement un seul logiciel qui les pilote. Donc ça, c'est effectivement l'operating system qu'on a vu, Acropolis, qui amène toutes ces fonctionnalités et que je vais vous présenter dans la démo. La notion de simplicité, je ne passerai pas plus de temps dessus, mais effectivement, ce qu'on n'a pas vu par rapport à ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est la notion de capacity planning, très important pour maîtriser les évolutions dans l'infrastructure. Et la notion de flexibilité, pour nous, elle est très importante, puisque notre solution vous permet de déployer l'hyperviseur que vous souhaitez aujourd'hui, au niveau de la virtualisation. Et au niveau du matériel, vous pouvez choisir le matériel que vous souhaitez. Du Nutanix, depuis le début, on a fourni notre matériel, ou des OEM, comme Dell EMC ou Lenovo, où maintenant, on s'oriente vers la notion de software only. Et on va amener le support sur une HCL, donc c'est une matrice de compatibilité. On vous dit quels sont les serveurs que nous allons supporter chez Cisco, sur la gamme UCS, ou encore chez HPE, sur la gamme Proliant. Donc c'est du support Nutanix. C'est Nutanix qui supporte effectivement la solution sur ces hardware-là. Et dernièrement, on a annoncé un partenariat très important pour nous qui permet en fait de quitter le monde du x86 et de basculer sur la partie Power chez IBM. Et pour vous en parler un peu plus, je vais appeler Eric pour vous présenter effectivement l'approche et le partenariat avec IBM. Merci, bonjour. Donc, je m'appelle Eric Aquaron, je fais partie de l'équipe de stratégie système. Tu me passes la zapette? C'est en haut? Donc en fait, Nutanix tourne sur IBM et c'est disponible. Et là, je vais vous expliquer d'où ça vient. En fait, c'est la faute à Google. Google est venu voir IBM il y a plus de 6 ans et nous a dit si vos puces Power peuvent tourner des binaires de type adressage Intel, ce qui s'appelle de Little Indian en technique, alors on va acheter vos puces. Donc en fait, à IBM, on a modifié nos puces. On a en fait publié de façon externe l'architecture et on fournit des licences pour faire des puces. Donc les Chinois font des puces Power pour la Chine, par exemple. Et ça a été un très gros changement. Donc vous connaissez tous les puces ARM qui sont dans vos téléphones. Donc Apple achète la licence. On peut faire une puce Open Power, qui est une puce Power IBM, de design IBM. On peut s'acheter des puces IBM, c'est ce que Google fait, ou on peut acheter des machines. Et aujourd'hui, vous avez en bas, là, tous les gens qui font des puces de type Power. Vous connaissez sûrement pas ces fabricants, mais c'est des gens connus dans le domaine de la fabrication matérielle. Et tous les gens qui sont là fabriquent des machines avec des puces Power et qui les vendent sous d'autres marques. Et vous avez peut-être jamais vu ça, mais sachez que en Chine, Inspur fait ça aussi. Donc nos machines travaillent en mode adressage Intel, mais avec leurs caractéristiques propres. Donc c'est des machines qui ne sont pas des processeurs Intel, c'est des processeurs Power. Donc il y a plus de mémoire dans la puce, il y a plus d'accès au bus. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que Nutanix a recompilé sur nos machines Linux leur logiciel. Et donc en fait, aujourd'hui, on essaie d'avoir un continuum qui est assez simple pour permettre à nos clients d'évoluer. Donc vous avez des clients chez nous qui tournent en Power avec des operating system AX, par exemple pour faire du SAP, de l'Oracle. On a beaucoup de clients qui tournent sur de l'iOS. Alors je suis sûr que si je vous dis AS400, ça va vous parler. Et aujourd'hui, sur une machine Power, donc en mode Little Indian, on peut mettre l'hyperviseur Nutanix. Donc on peut faire un cluster Power Nutanix. Et dessus, par exemple, alors j'ai pris un exemple, on peut mettre le PaaS IBM pour développer, qui s'appelle IBM Cloud Private, développer les applications. Et tout ça est connecté aux autres systèmes. Et donc ça peut en fait être résident dans une même machine, une grande machine, ou ça peut être résident sur des petites machines, qui donc sont des machines Linux seulement, et qui sont des nouveaux types de machines qu'on a chez IBM. Et d'un point de vue IBM, on pense que Nutanix est une solution innovante parce qu'elle est scalable, elle est très simple à opérer. Nos clients sont venus nous le demander en plus, donc c'est une raison très importante. Et pour nous, clairement, ça va vers l'avenir. Donc c'est un partenariat important. Ça veut dire que, en fait, n'importe qui achète une machine Power Linux de type Open Power peut charger un Nutanix dessus. Et on peut acheter chez IBM, donc un partenaire IBM peut vendre des machines préchargées avec du Nutanix aujourd'hui et configurer des racks. Donc clairement, on va aller avec Nutanix
dans des clients qu'on appelle enterprise et les aider à passer leurs applications Linux sur des systèmes Power. On estime qu'ils sont en général beaucoup plus efficaces sur tout ce qui est data et tout ce qui est les nouveaux logiciels de type intelligence artificielle. Et donc aussi tout ce qui est le PaaS et le développement d'applications standards. J'ai fait mieux que 10 minutes. Hein. Anthony, qu'est-ce que tu en penses? C'était parfait. C'était parfait. Du coup, on est pas mal dans le timing. Ah, il faut tenir le timing. Ouais, c'est important. Et les démos qu'il va vous faire sont très bien. Si elles marchent. Ça, je prie le démo God. Donc, effectivement, d'abord, merci à IBM pour leur confiance, parce qu'effectivement, ça remonte à un moment et c'est une belle, une belle solution, un bon équilibre. Et voilà, on sera disponible après pour répondre aux questions que vous pourriez avoir. Donc maintenant, l'infrastructure as code, l'approche actuelle, l'approche qu'on connaît. Hein, elle est un peu la suivante. Alors c'est volontairement un peu compliqué, mais c'est au final ce qu'on retrouve. Aujourd'hui, on retrouve tout un tas de briques qui vont nous permettre d'amener l'automatisation. Donc ça naît d'en haut. Hein. On va avoir un dev ou un ops qui va faire une modification, mais ça peut être au niveau de l'infrastructure, puisqu'elle est maintenant en mode code, ou encore une modification pour le développeur au niveau des fichiers de configuration, etc. D'accord ? Ça déclenche toute la partie continuous intégration et continuous delivery, le CI/CD. Donc une fois que cette modif est lancée, le CI/CD déclenche toute la partie provisioning, mise à disposition des environnements, configuration des environnements. Donc ça appelle toutes les briques. On commence avec l'infrastructure. Normalement, ça va être du Terraform. Nutanix supporte Terraform. On a fourni effectivement ce support pour pouvoir déployer à partir de Terraform sur une plateforme Nutanix. On va chercher nos différentes informations de configuration pour les déploiements. On va chercher des templates, souvent avec du Packer, etc. On va retrouver après la configuration des serveurs. C'est là qu'on va retrouver Puppet, Ansible, etc. De l'exécution de commandes. Et donc, au final, on se retrouve avec différentes briques à maintenir et c'est assez compliqué. Ce n'est pas impossible, ça se fait. Aujourd'hui, c'est en place. Donc, on amène notre support et surtout, on amène une API unifiée, comme je l'ai dit au début, cette API qui permet d'entièrement tout piloter. Mais ça reste quand même une approche compliquée. Donc, on essaye, nous, de résoudre un petit peu cette problématique avec une autre approche. Et cette approche s'appelle chez nous Calm. L'idée de Calm, c'est vraiment d'avoir cette notion d'automatisation, d'orchestration et surtout de gestion du cycle de vie des services. Et ça, c'est vraiment important. Parce que déployer, c'est bien, mais maintenir, c'est encore plus important. Donc au final, à l'intérieur toujours du même logiciel, avec la prochaine mise à jour que vous pourrez opérer sur les systèmes, immédiatement, vous bénéficierez de la fonctionnalité. Ce n'est pas un nouveau service ou un serveur à déployer, c'est directement à l'intérieur du management de Nutanix. Notre approche repose sur une marketplace. La marketplace, elle va être publique et elle va être mise à disposition de nos partenaires éditeurs qui vont venir injecter leur propre blueprint. Et je définirai une blueprint par la suite. Donc ces services, vous allez pouvoir retrouver, par exemple, un déploiement de Kubernetes, un déploiement d'Hadoop, un déploiement de n'importe quel service que vous le voulez, qui vont être mis à disposition par nos partenaires. Et cette marketplace sera aussi privée et vous permettra de construire la vôtre, soit en clonant les existants pour vous en servir comme base de travail, soit en créant des nouveaux services. D'accord ? Et cette marketplace privée pourra être mise à disposition de vos utilisateurs en interne. On parle donc de blueprint. Une blueprint, c'est comme on l'entend aujourd'hui, rien de spécial. C'est de l'infrastructure as code. On prend tous les modes, toutes les dépendances dont on a besoin pour créer et modéliser un service, un processus chez vous. Ça va être la création d'une VM, la mise en place de l'agent de sauvegarde, la mise en place dans la supervision, l'ajout dans la CMDB. Tout ce processus va être entièrement automatisé. On va récupérer aussi toute la notion de sécurité avec la microsegmentation et toutes les dépendances qui vont y avoir et en termes de réglementation. Au final, ça forme une blueprint et c'est cette blueprint qu'on va pouvoir mettre à disposition et automatiser. On en parlera un peu plus dans la démo. La gestion du cycle de vie. On va donc, au niveau de ce service, vous fournir des actions possibles, que ce soit la création, la configuration, la partie scalabilité, le fait de faire évoluer dans le temps le service, rajouter des nœuds, et surtout la mise à jour, l'arrêt, le redémarrage, toutes ces dépendances entre les services qui vous font d'abord arrêter une database, arrêter un front-end, arrêter la partie applicative. Tout ça sera entièrement automatisé. D'accord ? Et vous pourrez déclencher ces actions en fonction des besoins pendant le cycle de vie du service déployé. Ça ressemble à ça. Et je vais vous le montrer dans la partie démo. Ça sera beaucoup plus simple. Avant de passer aux démos, effectivement, on entend beaucoup parler de Kubernetes. Donc, comment est-ce que nous, on intègre Kubernetes ? La meilleure intégration qu'on pouvait faire, c'était effectivement en partenariat avec Google.
forcément ceux qui sont à l'origine de Kubernetes. Donc effectivement, on a un partenariat fort avec Google qui nous permet de, dans un premier temps, vous fournir la blueprint en partenariat avec Google, qui intégrera entièrement la partie automatisation du déploiement de la stack complète Kubernetes sur une infrastructure Nutanix. D'accord ? Je vais vous la montrer dans la démo, et il y a plus d'informations en allant sur le lien suivant. Et l'idée, c'est surtout qu'à la fin, ça soit hybride. Parce que pour finir, notre approche, une fois que vous aurez modélisé le service, vous pourrez le déployer où vous le souhaitez. C'est l'approche multi-cloud dont je parlais au début, et qui vous permettra de déployer aussi bien chez vous dans votre data center que sur les clouds, à partir du même service. C'est juste les connecteurs derrière qui vont faire les translations pour déployer au bon endroit, dans le bon format. Vous aurez à coder une seule fois votre service. Donc c'est parti pour les démos, et je regarde le temps qui me reste. Et il me reste du temps. Parfait. Donc je prie le démo God pour que ça marche. Hein, j'ai du réseau. Alors on va commencer effectivement par la notion d'API. Si je n'ai pas perdu ma connexion, on va effectivement vous mettre à disposition une API dont j'ai parlé, une API totalement unifiée. D'accord ? Donc cette API unifiée, pour pouvoir la prendre en main, on va vous fournir deux mécanismes possibles. Le premier mécanisme, ça sera un API Explorer directement intégré dans la plateforme. Et donc, vous allez pouvoir le retrouver en fait directement, le temps que ça charge, dans l'interface de management. Et ici, on vous a mis à disposition toute la partie CLI, hein, la partie ligne de commande, les modules PowerShell, pour ceux qui font du PowerShell, on a un module natif, la partie commandlet traditionnelle, et effectivement l'API Explorer. Donc l'API Explorer, il va vous permettre de parcourir tout ce qui est mis à disposition par la plateforme. Et ce qui est mis à disposition par la plateforme, donc il y a différentes versions de l'API, il y a une version 3 qui arrive bientôt, on va vous montrer en fait tous les différents services disponibles dans la plateforme. Et à partir de là, on va pouvoir explorer ces différents services. Un exemple simple, on va le faire avec la partie Virtual Machine. Je vais retrouver les différents appels possibles en API REST traditionnel, il n'y a rien de spécial. Et donc, typiquement, un GET, qui est assez simple ici, va me permettre de récupérer, alors là c'est une VM, va me permettre de récupérer, donc là je vois le call de l'API directement disponible que je vais pouvoir copier et utiliser, et surtout que je vais pouvoir tester. Donc là je teste directement sur la plateforme, ça me génère mon appel curl, et effectivement ça me donne l'URL, et ça me dit effectivement la réponse avec la réponse renvoyée. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on veut faire effectivement un post. En règle générale, c'est le post qui est le plus compliqué. Donc si je vais regarder la partie post, un put, ici la création, je vais la retrouver. Hop, la création, tac, 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 c'est décrit ici. Clone. Bon, on va faire un ici. Donc là, c'est un peu plus compliqué puisqu'en règle générale, il faut compléter, ici, avec différentes variables, il faut compléter le post qu'on va opérer. Donc on vous met directement à disposition ici le modèle que vous allez pouvoir réutiliser, réinjecter, adapter et sur lequel vous allez pouvoir aussi réaliser des tests. Donc cet API Explorer vous permet de rapidement pouvoir prendre en main l'API et de faire vos propres tests directement sur la plateforme. On a aussi un site developer.nutanix.com qui vous permet en fait de capitaliser sur des exemples qu'on met à disposition. Donc là, vous pouvez aussi parcourir l'API directement en ligne, aller chercher l'équivalent de ce qu'on a fait maintenant, donc la partie VM, ici, typiquement. Je prends mon post, ici. On va retrouver le détail pour réaliser le post, et ici, on retrouvera des exemples. Alors là, on va les retrouver en Python, en Java, en Go, ou encore en PowerShell. D'accord ? Donc ça vous permet directement de pouvoir l'utiliser. Maintenant, on va passer à la démo sur Calm, d'accord ? Toute la partie orchestration. Donc la partie orchestration, on a dit qu'on s'appuyait sur des blueprints. Donc les blueprints, elles sont ici. Si je prends, par exemple, la partie Kubernetes, on va retrouver notre déploiement ici, avec ici toutes les actions que je vous ai dit dans la partie Lifecycle Management, donc création, etc. Si je prends la partie création, on va voir directement s'afficher tout le workflow de déploiement avec les dépendances. Donc ici, je vais commencer à déployer et je vais envoyer des séquences de déploiement avec des dépendances qui vont attendre, puisque tout va se déployer en parallèle.
Ici, ça va s'arrêter en attendant d'arriver à la dépendance d'en dessous pour continuer le déploiement. Parce que forcément, dans le déploiement, on va récupérer sous forme de variables les adresses IP, etc., pour les réinjecter aux différents niveaux du workflow de provisioning. Donc ici, si je prends le master, et c'est là que ça devient très intéressant, parce que le but, ce n'est pas de vous faire apprendre un nouveau langage pour prendre en main l'application, c'est de capitaliser sur tout le scripting que vous auriez pu faire jusqu'à maintenant chez vous. Et en réalité, on va vous proposer, donc si je vais regarder le master ici, au niveau de la partie package, on va vous proposer de réutiliser tous vos scripts. Donc là, c'est une stack Kubernetes sur du Linux, forcément. Et on retrouve en fait tout le script de déploiement pour la partie Kubernetes. Et là, on va le voir dans la partie slave, ici. Donc là, c'est du batch standard, hein. Il n'y a rien de particulier. On retrouve vraiment le modèle standard. Vous prenez vos scripts, vous les injectez ici dans les différentes tâches de workflow, ici, et ça vous permet directement de ne pas avoir à faire du JavaScript, etc. C'est du batch standard. Et pour Microsoft, ça sera du PowerShell. D'accord ? Même principe pour... Hop, si je retourne dans mes blueprints, même principe pour une application 3 tiers traditionnelle. Si je prends un LAMP ici, on va retrouver la même approche, la partie application, la partie base de données et le HAProxy. Et le HAProxy, typiquement, on va récupérer de la même façon le script dans la partie package pour déployer l'HAProxy, déployer les règles de sécurité au passage, etc. D'accord ? Donc ça, c'était pour la partie création. Mais typiquement, si je fais un start, je vais avoir un workflow différent. D'accord ? Parce que le start va d'abord démarrer la partie base de données, ensuite la partie applicative, etc. La partie restart, pareil, on va avoir un workflow différent. La partie stop aussi, et la partie suppression de la même façon. Hein, désinstallation des packages, etc. Voilà un petit peu pour la partie blueprint. Donc maintenant que j'ai ces services, qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux les lancer ? Comment je peux les exécuter ? On va les retrouver ici. Mais là où ça devient intéressant avec de l'infrastructure as code, c'est effectivement de basculer sur, de basculer effectivement sur la partie API. Donc c'est entièrement exposé au niveau des API. Et on va pouvoir utiliser, par exemple, la partie Google Assistant, d'accord, pour faire appel en langage naturel un petit peu de effectivement toute la partie lancement de ces blueprints, hein, de ces services matérialisés. On va pouvoir les lancer directement à partir d'assistants personnalisés, etc. D'accord, en langage naturel. Donc là, normalement, le micro est branché et donc ça devrait fonctionner. Donc ici, par exemple, je vais essayer de déployer, par exemple, je sais pas, du Puppet. Voilà, du Puppet. Déployer Puppet. OK, c'est bon, en plus ça marche. Magnifique. Donc si je suis bien connecté... Ah ben là, je suis en anglais. Pourquoi je suis en anglais ? Eh bien, ça a failli marcher. Donc, on va recharger. Hop. Hop. On va le faire pas en canadien, mais en français. Et vous verrez, du coup, comme il y avait une démo aussi en anglais, j'ai fait une démo en anglais aussi. Donc, du coup, je n'ai pas terminé de tout traduire. Vous allez avoir un superbe accent français sur de l'anglais. À un certain moment, ça va être marrant. Hop. Déployer Puppet. Ah. Alors, par contre, hop. Par contre, il ne me prend pas le... Ouais. On va voir. Se connecter à Google Cloud. Non? Il veut pas. Ah, une dernière. Bien sûr, je vous affiche la version test de Nutanix. Bonjour, vous êtes maintenant connecté à votre cloud Nutanix.
Bon, il est un peu capricieux. Now launching Puppet. Ok, donc là, il vient de me le lancer. On va aller regarder du côté, hop, des services. Voilà. Donc là, il est en train de le provisionner. Ça, c'est mes tests juste avant et ça c'est passé. Bon. Donc là, il est en train de le provisionner. Mais on peut aller encore plus loin. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut carrément construire en fait une réponse, la reparser en fait au module de langage pour Google, pour qu'effectivement on ait une réponse beaucoup plus complète en fait, qu'on va construire et resoumettre à Google Assistant. Donc typiquement, allez, je vais me lancer. J'aime bien le challenge. État du cluster. Donc là, il envoie la requête. Je pense que le micro est le... Ah oui, voilà. Se connecter à Nutanix Cloud. Très bien. Je vous affiche la version test de Nutanix. Bonjour, vous êtes maintenant connecté à votre cloud Nutanix. J'étais déconnecté. État du cluster. You are currently using 26% of RAM and 5% of CPU on your AHV cluster, which is powering 67 VMS, or 12 app in Calm, and of which are deploying. There is enough resources for another 144 lamp stacks. There are no errors on the cluster. C'est bon, non? Alors là où ça devient intéressant, c'est effectivement, alors j'aurais pas beaucoup de temps. Hop. Ok, il me reste le temps de vous montrer vite fait la partie derrière, le back-end, etc. Je vais vous montrer rapidement ici celle qui est construite ici, parce qu'elle est assez intéressante ici. En fait, on s'appuie sur des Google Fonctions. Donc ça, c'est intéressant. C'est un webhook qui est envoyé par Google Assistant directement sur une fonction Google. Et c'est la fonction Google qui va appeler un API proxy qui va déclencher et parler en fait avec tout le cluster Nutanix. Donc là, on va retrouver deux choses. La partie API.ai, pour ceux qui ont commencé à regarder, qui s'appelle maintenant, qui a changé de nom, qui s'appelle Dialogflow. Ici, c'est là où je définis en fait toute la partie langage naturel. Donc typiquement, le cluster statut, il est ici. Et dans le langage statut, je définis les différentes phrases qui peuvent être interprétées par Google Assistant. Et je déclenche une action qui fait appel en fait à mon webhook, qui est ma fonction Google, qui est effectivement ici en Firebase. Ça appelle directement de mon URL. Le code qu'il y a derrière, parce que c'est là que ça devient intéressant, il n'y en a pas que pour les opérationnels, il y a aussi pour les développeurs. Il est là. Voilà. Donc, on va retrouver pour la fonction Google, on va la retrouver en fait en node. C'est du node, ici, où on fait appel. Je fais appel à mes API et j'envoie mes calls directement à mon API proxy. L'API proxy, lui, il est en Ruby. Et c'est ici qu'on va retrouver ma fonction de cluster statut, dans laquelle je définis tous les objets qui ont composé ma réponse. Donc le getVMCount, par exemple, ici, qui fait un appel API, ici. L'appel, il est là. Je passe mon authentification. Alors, je n'ai pas mis le hash, on ne sait jamais. Donc, du coup, il y a tout l'appel qui se fait ici. Même principe ici pour récupérer le app count, ici, nombre d'applications déployées au niveau de Calm, la partie alerte, la partie CPU, la partie mémoire, etc. Et à la fin, je construis la réponse. Alors là, c'est la version que j'ai traduite, que je n'ai pas encore pu pousser, du coup, je n'ai pas eu le temps. Mais effectivement, elle est là. Et après, on fait la vérification au niveau des erreurs, parce que c'était une construction complète de réponse. Là, c'était juste les ressources. Et ici, je vérifie le nombre d'erreurs que j'ai, si j'en ai ou si j'en ai pas. Si j'en ai, je dis qu'il n'y en a pas. Et si j'en ai, il y en a. Et s'il n'y en a pas, du coup, il dit qu'il n'y a aucune erreur, ce qui était notre cas. D'accord ? Et ensuite, je renvoie ça directement. Et ça, c'est les appels pour la partie Puppet, etc. Donc, c'est uniquement basé sur des appels d'API. Ça utilise des fonctions, les Google Fonctions, pour déclencher en fait une action quand je déclenche mon webhook au niveau du Google Assistant. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est... Alors, la rapidité, c'est un bien grand mot, les développeurs le sauront, mais c'est effectivement la facilité avec laquelle on peut jouer avec l'API.
5 minutes. 5 minutes, mais c'est magnifique. Alors, avant de passer aux questions, on vous propose d'installer une application qui s'appelle Kahoot, cette application gratuite, qui va en fait vous mettre à disposition un quiz. Et on vous donne rendez-vous sur notre stand, qui est juste à côté, pour gagner plein de cadeaux. Kahoot. Et du coup, s'il y a des personnes qui ont des questions, soit sur le stand, soit maintenant, comme vous voulez. J'espère que tu vas utiliser Watson pour ta prochaine démo, parce qu'il comprend un peu mieux le français. Mais si j'ai une plateforme de démo à ma disposition, pas de problème. Des questions? Non? Est-ce que ça vous paraît simple? Peut-être pas. En tout cas, merci à tous d'être venus, d'avoir participé. Et ceux qui le veulent, on se donne rendez-vous à côté, sur le stand. Merci.